Douleur intime, chapitre 5. Yann, après de brillantes études au lycée et à l'université, obtint une bourse étrangère afin de poursuivre ses études en France. Il rêvait déjà à son voyage. Prendre l'avion et découvrir la fameuse France dont on parlait tant l'enchantait. Mira était anxieuse, elle s'inquiétait de la vie de son fils, loin d'elle. Elle se posait mille et une questions. Comment va-t-il s'en sortir tout seul là-bas? Et s'il tombe malade, qui prendrait soin de lui? Yann essayait toujours de rassurer sa maman. Ne t'inquiète pas, maman. Grâce à Internet, on sera toujours en contact. Je vais même te laisser mon ordinateur. Pour le reste, ne t'en fais pas, il y a des structures de prise en charge des étudiants étrangers. Ce qui va me manquer, ce sera ta bonne cuisine, dit-il en embrassant tendrement sa maman. Toutes ces paroles pour apaiser Mira ne la rassuraient pas. Elle continuait d'être inquiète, triste. Son fils n'avait jamais vécu loin d'elle depuis sa naissance. Jamais même il n'avait fait l'internat ni même la cité universitaire. Elle s'y était toujours opposée et voilà que les études lui imposaient aujourd'hui de se séparer de lui. Maman, j'ai besoin de tes bénédictions afin que je puisse réussir mon diplôme et revenir très vite. Le jour du départ de Yann arriva. Sa mère lui avait fait ses valises. Elle y avait mis tout ce dont le jeune homme aurait besoin et même plus. La veille, elle organisa un dîner et invita tante Lise-Marie, le docteur Kevin Boutiga, son petit frère ainsi que ses parents. La petite réception fut pleine de bonne humeur. Mira était heureuse ce jour-là d'avoir eu ce fils merveilleux dont la présence la maintenait en vie, mais aussi de s'être malgré tout rapprochée de son père et de sa mère. À Paris, Yann était inscrit à la faculté de droit de la Sorbonne 1 où il devait préparer un doctorat 3e cycle en droit public international en même temps qu'un diplôme d'avocat. Sa bourse d'études lui donnait droit à plusieurs avantages dont une chambre en cité universitaire. Le fils de Mira devait passer 3 années dans cette grande université. Malgré quelques jours après son arrivée à Paris, Yann se dépêcha d'envoyer de ses nouvelles à sa mère. Ce samedi matin-là, Mira était plongée dans la lecture de L'heure de l'amour sonne à l'aube de Marie-Louise Fischer, l'un de ses auteurs préférés, quand elle entendit le bip sonore qui lui indiquait qu'elle venait de recevoir un courriel. La jeune dame se précipita sur son ordinateur, c'était son fils. Heureuse, elle se mit à lire le message électronique. Ma petite maman, je suis bien arrivée en France, précisément à Pantin, où je suis logée dans une cité universitaire. J'ai été très bien accueillie par mon correspondant qui m'attendait avec son père à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Ma petite maman, tu n'imaginerais pas le grand froid qu'il fait ici. Malgré les épais pullovers que tu m'as achetés et dont je ne me sépare plus depuis mon arrivée, la rigueur du froid me fait regretter un peu d'être venue en France. Maman, j'ai bien reçu ton email d'avant-hier et celui d'hier aussi. Et j'en ai eu un grand plaisir. Ne t'inquiète pas, maman. Tout se passe bien et je commence les cours après-demain. Je te promets de bien travailler à réussir mes études et à rentrer au plus vite auprès de toi. En fait, c'est pour toi que je m'inquiète. Ces dernières semaines avant mon départ, je t'ai senti fatiguée. S'il te plaît, maman, ne laisse pas la maladie prendre le dessus sur toi. Tu es une femme forte et je sais que tu tiendras le coup. Prends soin de toi, maman, je t'aime. Mira ne put s'empêcher d'écraser une larme après la lecture du message. En effet, depuis le départ de son fils, elle sentait sa santé aller mal. La présence de Yann lui donnait la force de s'accrocher à la vie. Mais Mira n'en pouvait plus. La maladie la rongeait de l'intérieur et elle savait que ses jours étaient désormais comptés. La jeune dame avait encore les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur à relire le courriel de son fils quand elle entendit son téléphone portable sonner. Elle y jeta un coup d'œil désintéressé. Ce n'est qu'à la 3e sonnerie qu'elle décrocha le téléphone. C'est tante Lise-Marie qui l'appelait pour s'enquérir de ses nouvelles et lui rappeler la réunion des mères séropositives qui devait se tenir le lendemain matin. Tante Lise-Marie l'appelait régulièrement ainsi
pour la soutenir. Depuis le départ de Yann, elle savait que sa filleule irait mal, puisqu'elle était très attachée à son fils. C'est sa présence qui la maintenait pratiquement en vie. Mira avait donc la chance d'avoir tante Lise Marie à ses côtés. C'est elle qui l'avait encouragée à militer au sein de l'association des mères séropositives. Grâce à son militantisme dans cette association, elle a appris au fil des rencontres que c'est lorsque le virus a trop attaqué les défenses immunitaires d'un être humain qu'on parle de sida. L'organisme ne peut plus se défendre contre les attaques des microbes, de bactéries et autres virus, et des maladies appelées opportunistes s'installent, ce qui pourrait provoquer la mort du malade. Quant aux médicaments appelés antirétroviraux, ils musellent le virus et l'empêchent de détruire tout son système immunitaire. Quand une personne arrive au stade du sida, il existe aussi des traitements pour aider le corps à se défendre. Toutes ces informations changeaient le regard de Mira sur tout ce qui concerne le VIH-Sida, ce qui lui permettait de sensibiliser les jeunes qui connaissaient mal la maladie ou qui croyaient qu'elle n'existait que de nom. Avec ses amis, elle sillonnait les lycées et collèges. Participait à l'installation des clubs VIH-Sida afin de sensibiliser les élèves sur ce fléau. Elle se disait, si ces jeunes gens voyaient une séropositive de leurs propres yeux, certainement qu'ils feraient plus attention. Parce que la plupart d'entre eux faisaient preuve de légèreté et de naïveté en pensant que le VIH-Sida n'était que pour les autres. Mira promit à tante Lise Marie d'être prête le lendemain à l'heure indiquée. Dès qu'elle raccrocha le téléphone, elle se précipita dans la cuisine pour se servir un grand verre d'eau fraîche. Il faisait tellement chaud. Elle eut un petit sourire pendant qu'elle buvait. Elle pensait à son fils Yann qui se plaignait du grand froid d'Europe alors qu'elle mourait de chaleur ici à Tala. Cela faisait 3 ans maintenant que Yann était en France. La santé de sa mère, malgré toute la discipline qu'elle mettait pour suivre le traitement, allait de mal en pis. Tante Lise Marie avait quasiment aménagé chez Mira pour être à ses petits soins. Le docteur Kevin Botiga, son petit frère, lui aussi, passait régulièrement à l'appartement de sa sœur afin de suivre son état de santé. Seul Yann ignorait que sa mère était en fin de course. Elle ne voulait pas que son fils en soit informé. Séropositive, Mira s'était battue durant toutes ces années non pas pour être en bonne santé, mais pour rester en vie. Aujourd'hui, elle n'en pouvait plus. Le mal pernicieux qui la rongeait était en train d'avoir raison d'elle. Tante Lise Marie avait depuis une semaine presque élu domicile chez Mira. Elle savait que sa fille n'en avait plus pour longtemps. L'angoisse de perdre la jeune fille plongea tante Lise Marie dans un état de béatitude et d'anxiété qui faisait qu'elle vaquait à ses occupations comme un robot. Elle appela Kevin qui arriva aussitôt qu'il put au domicile de Mira. L'atmosphère était pesante. Elle appela Kevin qui arrivait aussitôt au domicile. Aussitôt qu'il put au domicile de Mira. L'atmosphère était pesante. Mon fils Kevin, la situation de ta sœur est devenue très préoccupante. Je pense qu'il faut que tu informes son fils Yann. Ce serait bien qu'il vienne au plus vite. Kevin était resté assis immobile dans le siège que tante Lise Marie lui avait proposé à son arrivée. Il n'avait que ses larmes pour s'exprimer. Il était peiné par la souffrance que la vie avait infligée à sa grande sœur. Entre deux sanglots, il promit à tante Lise Marie d'informer Yann. Quelques jours après la conversation téléphonique qu'il eut avec son oncle, Yann débarqua à Tala avec le premier vol. Dès son arrivée, il se dépêcha au chevet de sa mère à l'hôpital général de Tala. Dans la chambre, l'atmosphère indiqua à Yann que quelque chose de terrible se préparait.
Il savait qu'il était en train de vivre les derniers moments les plus horribles de sa vie plutôt. Sa mère était étendue sur le lit immobile, le visage hagard. À sa vue, Yann se sentit gelé comme s'il était anesthésié. Il regardait sa mère incrédule sans la reconnaître, tant la maladie l'avait complètement défiguré, la pauvre. Depuis plusieurs jours, Mira ne parvenait plus à s'alimenter ni à s'hydrater malgré l'aide de tante Lise-Marie. Yann demeura au chevet de sa mère les 48 heures qui suivirent son arrivée. Puis, le troisième jour, assis à ses côtés, il la prit dans ses bras. Mira le fixa longuement avec ce regard absent mais qui exprimait tout l'amour qu'elle avait pour son fils. Yann, à son tour, serra sa mère très fort contre lui. Soudain, Mira se mit à tousser. Yann la fit coucher délicatement et courut chercher de l'aide. Le temps que Yann revienne, quelques minutes plus tard, avec l'infirmier de garde, Mira s'en était déjà allée pour l'éternité. La nouvelle de la disparition de Mira était vécue par son entourage comme un coup de poignard. Son frère Kevin, tante Lise-Marie, mais aussi son père et sa mère étaient tous anéantis. Yann était effondré. Le jeune homme pleurait tous les jours. Il s'en voulait de n'être pas venu plus tôt pour passer plus de temps avec sa maman. En attendant d'emménager dans son propre appartement, Yann habitait la maison de sa mère. Il y était avec tante Lise-Marie. Celle-ci, en rangeant les affaires de la défunte, tomba sur un cahier, emballé dans un pagne et dissimulé sous une valise. Il était écrit sur la couverture « Journal intime ». La sage-femme sortit de la chambre avec le cahier et s'adressa à Yann. « Mon fils, voici le cahier de ta maman, je te le confie. » Yann prit le cahier. Il l'examina attentivement puis remercia sa mémé. Quand il en parcourut les premières lignes, il se vit plongé dans la vie intime de sa mère. Yann venait de découvrir le secret intime de sa mère. Il n'en revenait pas. Les battements de son cœur doublaient d'intensité. Sa mère, violée, par qui? Et enceinte par-dessus le marché. Yann fut encore plus bouleversé lorsqu'il découvrit qu'il était le fruit de ce viol. Il comprenait maintenant pourquoi il était écrit Père inconnu dans son acte de naissance et qu'il portait le nom de famille de sa mère. Pourquoi sa mère se refusait catégoriquement à aborder cette question avec lui? Il se sentit subitement mal de se savoir un enfant non désiré, un enfant de père inconnu. Lui, Yann, n'avait donc pas été conçu dans l'intimité amoureuse comme la plupart des enfants. Après avoir lu et relu ce passage du journal intime de sa mère, Yann voulut en savoir davantage. Il posa 1001 questions à sa mémé tante Lise-Marie qui, chaque fois, le ramenait à une inconnue, Chloé, l'amie de sa mère. Yann eut pitié pour sa mère. Ce qu'elle avait subi était trop atroce pour son jeune âge, et ses grands-parents maternels qui n'avaient rien fait pour défendre sa pauvre petite maman. Le jeune homme était perturbé. Il reprit néanmoins sa lecture, les larmes aux yeux, la gorge nouée. Cette nuit-là, il eut du mal à s'endormir après tout ce qu'il avait lu sur la vie de sa mère. Qu'elle avait souffert. Le lendemain, à son réveil, des questions se bousculaient dans sa tête. Yann voulait savoir qui était son père, qui était celui-là qui avait abusé de sa mère, qui lui avait transmis le virus du sida et qui l'avait abandonné à son sort. Qui était cette Chloé, la pseudo-meilleure amie de sa mère qui n'a pas hésité à l'abandonner par jalousie? Les grands-parents de Yann étaient inconsolables. Madame Botiga, sa mère se reprochait d'avoir abandonné Mira à son sort. Elle s'en voulait de l'avoir rejetée. Eh Seigneur, si j'avais soutenu ma fille, si je l'avais écoutée, peut-être qu'elle serait encore en vie aujourd'hui, se lamentait-elle sans cesse. Depuis que la maladie s'était installée dans la vie de Mira et ensuite dans la vie de tous ceux qui l'entouraient, sa maman n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle voulait que sa fille lui pardonne son erreur, sa méchanceté. Malheureusement, c'était trop tard. La mort était venue mettre fin aux souffrances de Mira. Après les cérémonies funéraires et l'inhumation de Mira dans l'intimité familiale, Yann emménagea dans sa propre maison. Il prit pour épouse Mayolia, une jeune économiste qu'il rencontra au cours d'un voyage. Cependant, la disparition de sa mère lui causait toujours une grande peine.
Chaque jour, Yann pleurait son absence. Maman, ma complice de tous les jours, ma meilleure amie, ma maman adorée. Tu n'es plus là pour m'écouter, me consoler, m'encourager, me supporter. Ainsi s'achève le chapitre 5 de notre roman Douleur intime. Je vous dis à très bientôt. Bye!